Mali. Les médias français affirment qu'Assimi Goïta et ses lieutenants risquent de transformer le Mali en une sorte d'Afghanistan africain. Mais si le Mali devait devenir un Afghanistan africain à cause de ses dirigeants, alors la France, elle, est déjà en voie de devenir une colonie de Bruxelles, une coquille vide, sans souveraineté réelle, menacée par ses propres fractures sociales et un futur potentiellement chaotique. Le président Macron, à la fin de son mandat, laissera derrière lui une France affaiblie, politiquement instable, dépendante de l'Union européenne où les grandes décisions ne se prennent plus à Paris, mais à Bruxelles. Depuis 3 ans, on sent dans les médias français une profonde frustration géopolitique, un sentiment de déclassement. Leur acharnement contre le Mali n'a rien d'un hasard. Il traduit la douleur d'une influence perdue, la colère d'une rupture brutale avec le Mali et une peur panique de disparaître du jeu au Sahel. C'est un discours colonial, déguisé en analyse politique. Et puis, soyons honnêtes. En quoi le fait qu'Assimi Goïta reste au pouvoir gêne-t-il la France? Macron a bradé la souveraineté française aux groupes privés et aux institutions européennes. Mais là, les médias deviennent soudain muets, prudents et mielleux. L'Afghanistan, rappelons-le, a été détruit par 20 ans de guerre déclenchée par les États-Unis en 2001. Et si le Mali en est arrivé là aujourd'hui? Mais c'est à cause des interventions désastreuses de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni en Libye. Vouloir faire croire que Goïta et les Maliens vont transformer le peuple fier, résilient et culturellement riche en un repère de talibans sans stéroïdes, c'est drôle. La France est désormais menacée d'étouffement progressif, alerte le gouverneur de la Banque de France. Comparé à la Russie qu'il critique, la situation économique française apparaît préoccupante. La France pourrait être confrontée à une augmentation de sa dette publique qui, combinée à des déficits budgétaires persistants, limitera la capacité du gouvernement à investir ou à réagir aux crises économiques. Cela peut étouffer la croissance en réduisant les marges de manœuvre financières. La France pourrait être confrontée à des pressions externes comme une compétitivité en berne face à d'autres économies ou des tensions sur les marchés financiers qui limitent ses capacités de financement. En outre, et disons-le clairement, cette situation pourrait aggraver les tensions sociales avec une montée du mécontentement populaire face à l'austérité potentielle ou à l'incapacité du gouvernement à maintenir un niveau de vie satisfaisant pour une large partie de la population française. Le chômage, déjà structurellement élevé, pourrait s'accentuer si les entreprises, confrontées à une fiscalité lourde et une bureaucratie complexe, réduisent leurs investissements ou délocalisent leurs activités. Par ailleurs, la dépendance croissante aux importations énergétiques et aux chaînes d'approvisionnement mondiales expose la France à des chocs externes comme des hausses de prix ou des perturbations géopolitiques. La France risque de s'enliser dans une crise économique prolongée. Mais le sujet matin, midi, soir, c'est la Russie, la situation économique en Russie ou l'Afrique. La France va encore livrer des missiles Aster, probablement des Aster 30, dont la portée maximale atteint environ 120 km pour cibler les drones et appareils russes. Mais quel échec, quelle honte! L'armée ukrainienne s'est retrouvée à plusieurs reprises à court de munitions pour le système anti-aérien franco-italien SAMPTI, livré en 2023. Pendant des mois, Kiev a supplié Paris et Rome d'envoyer davantage de missiles Aster 30 car l'efficacité du système a été rapidement limitée par la faible quantité initiale de missiles et par l'intensité des frappes russes. Aujourd'hui, l'Ukraine ne dispose que de 2 batteries SAMPTI et aurait besoin d'au moins 50 missiles supplémentaires. L'Italie, de son côté, n'a que très peu de réserves, tandis que la France, qui en possède encore, ne livre qu'au compte-gouttes. La production d'un missile Aster 15 ou 30 demande désormais entre 20 et 30 mois. Avant, on tournait dans les 41. Mais soyons honnêtes, ces pays occidentaux n'ont jamais eu les moyens réels d'aider l'Ukraine. Ils se contentent d'agiter le spectre de la menace russe comme s'ils étaient eux-mêmes capables de se défendre. En 2024, Paris avait déjà soutenu Kiev en lui expédiant des centaines de blindés vieux, mais encore vaguement opérationnels. Des vieux blindés en pleine guerre, incroyable. Et malgré tout, les médias français se félicitent de la livraison des Aster en 2025 comme si c'était une prouesse. La vérité, c'est que c'est une farce. Et puis, Zelensky qui déclare aujourd'hui « Il faut que la Russie n'ait pas d'autre choix que de mettre fin à la guerre et ramener la paix dans notre pays. » Mais si la Russie est soi-disant affaiblie, faible, mais pourquoi supplier encore pour la paix? Si l'économie russe est en train de s'effondrer, mais oubliez la paix et poursuivez la guerre.
Je pense que c'est logique, la famille. Madagascar, l'ex-président, déchu de sa nationalité malgache par décret, est désormais libre de profiter pleinement de ses privilèges en France. La génération Z à Madagascar exige des nouvelles autorités issues de coup d'État qu'elles engagent sans délai une réforme totale du système politique, économique et social du peuple. Le mouvement structuré a même rédigé et publié sa propre charte de transition posant les bases d'un nouveau contrat entre l'État et les citoyens. Aucune négociation n'est envisagée avec le pouvoir actuel. Pour les jeunes contestataires, la légitimité ne se décrète pas. Elle se reconquiert par la confiance du peuple. Ils réclament un nouveau pacte social fondé sur plusieurs piliers. La souveraineté nationale, c'est-à-dire la fin de la dépendance politique et économique vis-à-vis des puissances étrangères. La transparence avec un contrôle citoyen renforcé sur les finances publiques et les institutions et la participation populaire afin que chaque malgache puisse peser sur les grandes orientations de l'État. Face à cette pression de la rue et à la montée du mécontentement populaire, le gouvernement de transition a annoncé une offensive contre la corruption, les détournements de fonds et les abus de pouvoir. Le mot d'ordre est clair, tolérance zéro. Mais dans les rues d'Antananarivo, beaucoup restent sceptiques. Il faut quand même qu'on se le dise. Ils se sont fait berner plus d'une fois. Donc, la jeunesse observe, déterminée, prête à rappeler que la révolution numérique qu'elle incarne ne se cantonne plus de hashtags, de vidéos ou de live. Elle veut désormais changer les règles du jeu. La France prête à intervenir dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie dès 2026. Il se prépare à un choc contre la Russie. Enfin, les trolls iront se battre. Les services secrets allemands parlent d'une guerre avec la Russie avant 2029. L'Union européenne sera prête à la guerre avec la Russie d'ici 2030. La Commission européenne souhaite aider le bloc à se préparer au champ de bataille de demain. Il juge que la Russie militarisée constitue une menace persistante et existentielle pour la sécurité européenne. L'Union européenne est fracturée entre crise sociale, montée des extrêmes, perte d'influence mondiale, inflation, immigration non maîtrisée, etc. Résultat, on crée un ennemi extérieur pour détourner les colères internes. Ce n'est plus Bruxelles le problème, c'est Moscou. La peur soude, la guerre justifie tout. La censure, la surveillance, la militarisation des sociétés. Moscou représente pour l'Occident ce qu'il craint le plus. Un modèle souverain, conservateur, patriote, anti-hégémonique. C'est l'antithèse de l'Europe libérale et globaliste. La peur est devenue un outil politique par excellence. Rien n'unit mieux que la menace extérieure. Et quand tout s'effondre à l'intérieur à cause des politiciens corrompus, on montre du doigt un ennemi commun, la Russie. Général Assimi Goïta, cher Malien, cette histoire de pénurie et d'attaque terreau n'a rien d'un hasard. Le Mali est en guerre, la souveraineté a un prix. Il vous avait prévenu dès le départ. On ne sort pas de 60 ans de tutelle française sans que cela se paye cher, c'est impossible. Les attaques ciblées contre les camions-citernes ne sont pas aléatoires. Les terreaux visent les artères vitales du pays pour affaiblir Bamako et retourner la population contre ses dirigeants. Le Mali fait face à une guerre hybride où les armes se mêlent à la propagande, à la manipulation et à la pression économique. Aujourd'hui, le prix de la liberté et de la souveraineté, ce n'est plus un slogan, c'est une guerre. On ne peut pas réduire cette situation à l'incompétence du général Goïta, non. Ce que les Maliens endurent, mais c'est le coût de la dignité. Quand un soldat devient président, sa vision du combat change. Il n'est plus sur le front. Il est dans la gestion globale du pays. Sur le champ de bataille, il pense survie, stratégie, victoire. Mais à la tête d'un État, il doit mesurer le coût humain, diplomatique, économique et politique de chaque décision. Il doit gérer un peuple, ses attentes, ses colères. Donc, entre le Mali d'hier, soumis, dépendant, pillé par les Occidentaux, avec une armée étrangère qui dictait ses lois sur son sol malgré la guerre, et le Mali d'aujourd'hui sous Assimi Goïta, debout, en lutte pour sa souveraineté, sa dignité, chassant les ingérences et reprenant son destin en main, tu préfères quoi? L'humiliation ou la dignité? Parce qu'il faut trancher. Chaque décision est un choix. Et chaque choix doit être assumé jusqu'au bout. C'est ça être un homme. Dans la vie, on fait des choix. Si vous avez choisi d'être digne et souverain, il y a des conséquences. Mais si vous décidez de rester soumis, eh bien personne ne devra se plaindre.
On va faire justement un rappel. Les derniers missiles russes voleront à une vitesse 5 fois supérieure à celle du son. Ils ne mettront que 5 à 10 minutes de plus pour atteindre Madrid ou Londres. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de rappel, on a le secrétaire général de l'OTAN qui fait un rappel. Oui, je vois pas pourquoi on s'énerve. Avant, ça mettait 27 minutes et maintenant, ça mettra 12 minutes. Dans les deux cas, on sera mort. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la question au bac, c'est il vous reste 13 minutes à vivre, qu'est-ce que vous en faites? À l'heure actuelle, depuis le début, depuis 2022, en gros, et en tout cas depuis 2023, on sait que les Ukrainiens ne reprendront pas de vive force ce qui leur appartient de droit. Mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Parce qu'on ne leur donne pas. Donc l'Europe ne leur donne pas les moyens. Les États-Unis ne leur donnent pas. Non, mais les États-Unis, oui, l'Europe, là, c'est une puissance. L'Europe, pourquoi l'Europe ne le fait pas? Alors, l'Europe a décidé qu'elle déclencherait pas la Troisième Guerre mondiale pour une partie de l'Ukraine. Donc, il nous hait et il nous fait la guerre parce qu'il nous hait. Il le reconnaît enfin. L'Ukraine n'a jamais eu les moyens d'affronter la Russie parce que c'est une guerre opposant l'OTAN à la Russie. L'Occident arme, finance et conseille, mais ne combat pas directement parce que personne à Washington, Paris ou Berlin ne veut risquer une confrontation ouverte avec la Russie, première puissance nucléaire mondiale. Au résultat, l'Ukraine sert de champ de bataille, de vitrine pour les armes occidentales et de prétexte politique pendant que des milliers de vies sont sacrifiées dans une guerre dont les véritables maîtres du jeu ne sont même pas sur le front, mais dans les bureaux des grandes capitales. Maintenant, Donald Trump annule sa fameuse rencontre. Mais pour combien de temps? Parce que Donald Trump n'a aucune carte réelle en main. Il le sait, tout le monde le sait. Il joue les médiateurs pour briller sur la scène internationale. C'est tout. Trump veut la capitulation de l'Ukraine. C'est écrit, c'est acté. Mais ce sont les Européens qui refusent catégoriquement. Poutine, lui, reste inflexible. Il sait que la Russie a les ressources, la stratégie et la détermination nécessaires pour tenir encore 10 ans s'il le faut. Il faut dire la vérité à vos trolls. Il répète en boucle que la Russie va les attaquer. Mais c'est du pur storytelling, entretenu pour justifier les budgets militaires et maintenir la peur ou une unité artificielle contre Moscou. Il dit que Poutine déteste l'Europe. Ah bon? Historiquement, Poutine a tout fait pour bâtir une Europe unie, de Brest à Vladivostok, avec le même président Macron qui aujourd'hui le critique sans nuance. Mais la Russie vendait son gaz et son pétrole à l'Europe, non? Souvent à prix premium en euros ou en dollars, dans une logique de partenariat stable. Et maintenant voilà le 19e paquet de sanctions avec un ban sur le GNL russe, une gesticulation de plus car tant que Pékin soutient Moscou, c'est du vent. La Chine fournit des biens à double usage vitaux pour l'industrie militaire russe, rachète son énergie à prix cassé et aide à contourner les sanctions. Alors arrêtons un peu la mascarade quelques secondes. Depuis quand la Russie a pour ennemi l'Europe? Le Bénin s'apprêtait à signer un accord de coopération militaire avec la Russie le 30 juillet 2025. Étonnant, n'est-ce pas? Allons-y. Souvenez-vous, en juillet 2023, des représentants béninois, dont des officiers du ministère des Affaires étrangères, avaient participé au sommet Russie-Afrique. Lors de cette rencontre, des discussions avaient été engagées avec Moscou sur la sécurité régionale. Puis, le 27 septembre 2024, le navire d'entraînement russe Svolny de la flotte de la Baltique arriva au port autonome de Cotonou pour une visite d'amitié. Derrière les échanges officiels, des entretiens privés eurent lieu, débouchant sur une volonté claire de Cotonou de coopérer avec la Russie pour moderniser son armée. À la même période, attention, le Togo annonçait lui aussi un accord militaire avec Moscou. Le 19 novembre 2024, des réunions se tinrent entre le ministère béninois des Affaires étrangères, alors dirigé par M. Bakary, et l'ambassade russe à Cotonou. Ces échanges portaient sur la modernisation des forces armées béninoises et la lutte contre les terreaux. En mars 2025, même si la rencontre concernait d'abord le Togo, les officiels béninois participèrent à des échanges techniques avec la Russie pour suivre le modèle de coopération déjà en place chez leurs voisins. Mais à peine un mois plus tard, survint l'attaque du 17 avril 2025 qui coûta la vie à plus de 70 militaires béninois. 3 mois plus tard, soit en juillet 2025, l'ambassadeur russe déclara lors d'une interview que l'accord intergouvernemental de coopération militaire russo-béninois était en phase de finalisation avec une signature prévue dans les prochains jours. Mais depuis cette attaque,